le diagnostic, on va le poser sur un faisceau d'arguments et puis après, éventuellement, sur l'histologie. Mais aujourd'hui, D'accord. maintenant, on a de l'imagerie qui nous permet d'aider. Mais comme je le disais, c'est difficile à définir. Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité exceptionnel, le docteur Thomas Hébert. Le docteur Hébert est gynécologue obstétricien, reconnu pour son expertise dans la prise en charge de l'endométriose, une maladie complexe et souvent invalidante qui touche probablement une femme sur 10. Il exerce principalement au CHRU de Tours et au centre hospitalier de Loches, où il dirige des unités de périnatalité et de santé sexuelle. Sa spécialisation en chirurgie robotique de l'endométriose en fait un pionnier dans ce domaine. Grâce à ces technologies de pointe, il propose des interventions chirurgicales de haute précision, offrant ainsi aux patientes des résultats optimaux tout en réduisant les complications et les temps de récupération. En plus de son activité clinique, il s'investit dans la formation des professionnels de santé et la recherche, contribuant à faire avancer les connaissances et les pratiques autour de cette pathologie. C'est également un acteur clé de la filière endocentre qui améliore la coordination et l'accès aux soins pour les patientes dans la région Centre-Val de Loire. Nous allons aujourd'hui explorer son parcours, discuter des innovations en chirurgie robotique et ouvrir le débat sur l'avenir de la prévention et du diagnostic de l'endométriose avec des sujets prometteurs comme les tests salivaires. Merci d'être Thomas avec nous aujourd'hui et bienvenue sur Meditalks. Bonjour Max, merci de cette introduction, c'est très flatteur. Je sais pas si je suis tout ça, mais en tout cas, c'est On va en dit comme discuter. ça, dit comme ça, dit comme ça, c'est intéressant. Je suis très heureux de pouvoir participer et partager mon expérience et mon parcours. Il y a des choses qui étaient formidables, des choses qui sont formidables à venir, des choses plus difficiles aussi, et c'est intéressant de pouvoir partager. Ok, ben merci beaucoup en tout cas d'être venu. Donc on va explorer en détail un sujet essentiel aujourd'hui, c'est l'endométriose. On va Ouais. parler de ce qu'est réellement cette maladie, de ses symptômes, de la manière dont on peut la détecter, de son impact sur la santé des femmes, mais aussi des traitements disponibles, des avancées dans la recherche et des perspectives pour l'avenir, notamment avec de nouvelles techniques de détection et de traitement. Mais avant de plonger en tout ça, si ça te convient, sur Meditalks, on aime bien revenir sur les personnes qu'on invite. Et donc, si ça te convient, est-ce que tu peux, commencer peut-être par nous dire où est-ce que tu es né, quand Ouais. et quel était ton environnement quand tu étais jeune, dans ton Ouais. enfance. Moi, je suis né à Paris il y a presque 49 ans maintenant, Ok, d'un papa gynécologue et d'une maman qui était psychopraticienne à l'époque, ou EduxP, on dirait aujourd'hui, dans une fratrie de trois, et j'ai ok, baigné dans le monde médical depuis un peu toujours, hein. Mon grand-père était gynéco, mon arrière-grand-père était médecin. Bref, une longue lignée. J'ai pas eu, certains penseraient que j'ai pas eu trop le choix. Finalement, j'ai quand même eu le choix parce que personne m'a poussé et je suis arrivé à peu près au même endroit que tout le monde dans ma famille. Voilà. d'accord. Ça a Donc j'imagine que commencé ça comme ça. influence quand même beaucoup. C'est-à-dire que tu as eu ces exemples-là, tu les as vus peut-être même travailler ou tu as entendu des Tout à fait. discussions Ouais, j'ai autour de la travaillé. médecine. Ouais, tout à fait. J'ai travaillé. Alors des discussions autour de la médecine un peu, mais j'ai travaillé avec papa quand je suis rentré dans mes études médicales. Il a attendu D'accord. que je passe enfin que je passe le concours de première année pour pas me frustrer, disait-il. Voilà, mais effectivement, j'ai beaucoup baigné dans ça et l'activité, enfin, le métier de médecin a toujours été une évidence pour moi. Tu m'as expliqué que c'était un concours, et donc ça veut dire que tu étais Hum, susceptible bah, de pas l'avoir éventuellement, et donc hum, à ce hum, moment-là, tu hum. n'aurais pas eu l'option que tu voulais, enfin la gynécologie, et j'aimerais bien que tu m'expliques s'il y avait que ce choix-là, et il y en avait d'autres possibles ou pas, et si tu n'avais pas de plan B, et Ouais. auquel cas ça aurait été compliqué. Et puis après, si tu veux, j'aimerais bien qu'on développe un tout petit peu pourquoi du coup la gynécologie, au-delà du parcours familial et de l'histoire Hum, familiale, hum, parce que vu de l'extérieur, moi tu vois, je suis pas médecin, je suis pas du tout de hum. compétences là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est une spécialité qui est quand même assez particulière et Ouais. que le grand public, d'une façon générale, dont je suis peut-être partie, se dit bah tiens c'est une drôle de spécialité, pourquoi on se spécialise là-dedans? Et donc est-ce que tu peux nous amener des bribes d'explications? Donc le Ouais, ouais, concours, est-ce que ouais. tu avais un plan B et pourquoi le choix de la gynécologie un peu plus profondément quoi? Ouais. Alors le concours, j'avais un plan B, ou- oui et non. En fait, ce que je disais tout à l'heure, j'ai mis très longtemps avant d'aller vers un stage
un stage de gynéco. Donc j'ai envisagé plein de trucs. J'ai fait de l'orthopédie, c'était mon premier stage. J'avais trouvé ça super. J'étais avec des collègues formidables. Et puis il y a un stage qui m'a énormément marqué. C'était un stage de neurologie. C'était chez le professeur Agide à la Pitié-Salpêtrière. C'était la Mecque des mouvements anormaux. Alors c'était complètement incroyable. Euh, j'ai eu l'impression que c'était un job complètement dingue, quoi. On voyait des gens, alors tristement, qui avaient des pathologies très rares. Mhm. Tous les jours, il y avait des gens qui venaient du monde entier pour qu'on puisse les accompagner enfin, poser un diagnostic sur des maladies rares avec des mouvements des gens qui avaient des mouvements anormaux complètement invraisemblables. Alors, si on Ça y doit être repense passionnant, la rétrospectivement, neurologie, effectivement. ouais, c'était incroyable. Et c'était un hôpital de jour. Donc tous les jours, tu avais des trucs fous. Je me disais, ah, c'est quand même un métier superbe. On peut faire intellectuellement, c'est extrêmement motivant. Et puis après, je me suis rendu compte qu'à l'époque, les choses ont bien changé, heureusement, mais à l'époque, les options thérapeutiques étaient quand même un peu limitées. Et puis il y avait, je ne me considère pas comme un intellectuel et je suis plutôt, moi, un petit peu plutôt manuel. Et la chirurgie me convient probablement davantage. Et rapidement, une fois que j'ai réalisé, parce que je suis allé faire une semaine de remplacement dans une aile qu'on appelle la neurovasculaire. Alors, c'est les gens qui font les accidents vasculaires cérébraux. Et là, je me suis rendu compte que j'étais probablement moins en capacité de m'épanouir dans cette branche-là. Et puis après, je suis Ok. passé en gynéco. Et là, ça a été une évidence parce qu'en fait, la gynéco, effectivement, c'est probablement, comme tu le dis, un peu, je sais pas méconnu, mais je pense que les gens ne voient pas à quel point c'est vaste. La gynécologie, c'est un peu comme la pédiatrie, Peut-être. c'est-à-dire que c'est une porte d'entrée sur un monde différent. Sur la santé de la C'est-à-dire femme en que général, tu veux dire? exactement, on va par ce biais-là pouvoir rentrer dans un domaine où on va pouvoir s'occuper de la santé des femmes, mais au sens très large. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'imagerie, on peut faire de l'obstétrique, c'est-à-dire tout ce qui a rapport à la grossesse, à l'accouchement. On peut faire du diagnostic anténatal avec cette imagerie très spéciale, l'imagerie de l'enfant. Ok. On peut faire de l'endocrinologie très compliquée, qui est de la médecine et de la médecine interne avec des diagnostics complexes qui vont s'intégrer dans le parcours de vie d'une femme qui est pas quelque chose de linéaire. Mhm. On peut bien sûr faire de la chirurgie et c'est ce que j'ai choisi de faire. Et dans la chirurgie, on peut faire de la cancérologie, où on peut faire de la chirurgie fonctionnelle. Et il n'y a pas un domaine qui soit plus important que les autres. Tous ces domaines sont passionnants. Moi, j'ai la chance de travailler dans une équipe large, hein. On est nombreux en gynéco-obstétricien à Tours. Ok. En fait, pendant la grossesse et pendant particulièrement la partie d'obstétrique que je fais, parce que j'en fais encore un petit peu, c'est en activité de garde. Où D'accord. bon, Donc et, l'obstétrique, c'est les accouchements, quoi, pour faire simple. c'est les accouchements, mais il y a aussi toute la partie de la grossesse où l'obstétrique, c'est aussi la surveillance, le suivi de la grossesse et de l'enfant. Et il y a toute cette partie D'accord. de diagnostic prénatal, ça c'est les échographies, et c'est voir comment va cet enfant démasquer des maladies qui sont en train de se développer chez l'enfant simplement en lien avec la grossesse. Est-ce que le placenta fonctionne pas bien, ou est-ce que cet enfant à venir a des problèmes de santé en soi? Est-ce qu'il a une malformation? Est-ce qu'on a des moyens de dépister éventuellement une maladie métabolique qu'on ne verrait pas avant, simplement par des signes échographiques, et dans ces cas-là, de les prendre en charge. J'ai des collègues D'accord. qui font des choses incroyables. Ils font du laser pour aller couper les anastomoses vasculaires entre les jumeaux. Ils vont mettre des drains thoraciques chez les bébés. Enfin, c'est extraordinaire. On peut transfuser un bébé dans l'utérus de sa mère. C'est Ah, des gestes effectivement. Ouais. complètement dingues, quoi. Oui, c'est complètement dingue. Donc ça fait partie du métier de gynéco-obstétricien. D'accord. Après, il y a une fois que les bébés sont une fois que les bébés sont nés, là c'est plus du tout de notre domaine, c'est le genre de la pédiatrie et là pour le coup j'ai aucune compétence. D'accord. Euh, je m'en suis rendu compte quand mes enfants sont nés que mes compétences en pédiatrie étaient extrêmement limitées. J'en avais une D'accord. petite idée avant, mais c'est une certitude désormais. Ouais, le réel rappelle rapidement ces choses-là. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est livré sur mode d'emploi et après, Ah, ça, j'avoue. Donc ta spécialité, c'est la chirurgie. ouais, ma spécialité, c'est la chirurgie. Ouais, c'est un métier qui s'apprend, en fait. C'est un métier qui est Ouais. difficile, Ok. mais c'est un métier qui s'apprend. Euh, le côté difficile de notre métier, c'est pas tellement l'aspect technique, parce que l'aspect technique, je pense que moi, je suis absolument convaincu que les artisans, les gens qui font de l'ébénisterie, les gens qui font de la joaillerie, sont des gens qui sont sont des artistes, sont des gens qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus exigeants sur la gestuelle que qu'on ne pourrait l'être en chirurgie.
parce qu'en fait, on travaille la chirurgie. Alors j'ai l'habitude de dire que Dame Nature est généreuse et la chirurgie, on travaille sur. D'abord, c'est pas une science exacte. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants du fonctionnement parce que c'est pas juste de la mécanique, c'est de la mécanique dans une plus grande machine avec des éléments dynamiques. Donc la part de ce qu'on va apporter en tant que chirurgie. Alors évidemment, il y a des trucs, il y a des gestes qu'il faut pas faire, il y a des évidences, faut pas couper un vaisseau et ne pas le réparer, ça c'est une erreur. Par exemple, ça se passe pas bien, mais Ok. dans la gestuelle, c'est très précis. Certes, il y a des enfin il y a des manières de faire, mais d'abord il y en a pas qu'une. Et puis encore une fois, c'est dynamique, donc euh, on est beaucoup dans l'idée du ce geste-là va être suffisant même s'il n'est pas parfait parce qu'on peut pas le faire parfaitement parce que Mhm. les conditions, l'environnement n'est pas simple, l'exposition, les conditions d'anesthésie, les conditions de saignement, les conditions morphologiques. Hein, on a presque 30%, presque 40% de notre population qui est en situation de surpoids aujourd'hui. Aux États-Unis, en Ok. 2030, la moitié de la population sera en situation d'obésité. C'est plus compliqué d'opérer quelqu'un qui est obèse que quelqu'un qui est très mince. Ok. Les tissus graisseux gênent l'exposition, gênent l'abord des vaisseaux. Donc D'accord. on est moins dans une perfection du geste que ne le serait un artisan qui va être avec un environnement très contrôlé. Ok. Euh, Donc c'est un environnement donc complexe et vous essayez de faire au mieux dans cet environnement-là. Et en plus, c'est c'est un très peu variable comme selon les patients, quoi. ouais, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Ouais, j'ai un copain chirurgien qui dit tout le temps le vieux est l'ennemi du chien, qui est Le vieux un, l'ennemi du chien. ouais, qui est une, c'est un mec particulier, mais c'est le mieux est l'ennemi du bien. C'est un peu ça. Ouais, ouais. En chirurgie, on a parfois ce raisonnement-là de dire D'accord. bon, c'est pas absolument parfait, mais ça va aller parce qu'en fait, la récupération et la cicatrisation Mm. sont des phénomènes extraordinaires, quoi. Ah oui, Enfin, je pense c'est que presque magique. c'est complètement magique. C'est complètement magique de voir à quel point. Alors il y a des petits trucs magiques en plus. Hein, les antibiotiques, par exemple, ça c'est magique. Enfin, ça a été une Ouais, il y a plein vraie. de trucs. Ça fait partie. À mon avis, les antibiotiques, ça fait partie d'un des dans le parcours de l'humanité. La découverte de l'antibiothérapie, ça a été clairement une étape majeure Ah, ça a dû sauver parce du que monde. ça c'est ouais, on sauve pas toujours du monde, mais les antibiotiques, ça sauve vraiment les gens. Ah ouais, j'avoue. Euh, Vraiment, vraiment. Et quand tu prends en charge j'ai opéré cette semaine une femme qui avait été opérée il y a 1 an et demi par une de mes collègues dans une situation d'infection majeure. Mhm. Et quand on lit le compte rendu de ma collègue, c'était absolument inextricable et c'était très très compliqué. Il y avait de l'infection partout et j'ai réopéré Ok. cette patiente en me disant bon bah ça va peut-être être compliqué. Et bon bah les antibiotiques ont tué la bactérie et le corps a récupéré et cette jeune femme avait presque pas de séquelles de cet D'accord. épisode infectieux qui a failli l'emporter. Ouais, ok. Elle était dans une autre époque, elle serait morte de son infection. Sûrement, sûrement. Euh, et, Étonnant. euh, et là, il y avait presque plus rien, parce qu'en fait, les antibiotiques ont tué les bactéries, ça c'est super. Et derrière, son corps s'est réparé. On est, moi j'aime bien l'image de séparer l'esprit du corps et de dire que notre Mhm. esprit c'est peut-être ce qui est important, mais que notre corps c'est le vaisseau ou c'est le comment dire l'outil de transport entre guillemets qu'on doit Le notre véhicule. véhicule en fait. Ouais, c'est Mhm. notre véhicule et on a la chance d'avoir un véhicule autoréparant. C'est Ouais, c'est incroyable. incroyable. Ouais, c'est C'est incroyable. Je suis incroyable. d'accord avec toi. C'est magique vu de l'extérieur. Ouais, c'est magique et je le vis comme et au quotidien je le vois comme magique. Donc j'ai la chance de pouvoir accompagner la récupération d'un véhicule mais qui va surtout beaucoup m'aider en se réparant tout seul et donc aider la personne qui en Ouais, est bien le sûr. C'est ce qui propriétaire. fait une partie de la magie de la médecine. Je pense qu'il y a un côté vraiment Oui, oui, oui. incroyable et presque surnaturel, quoi. Mais pourtant, Ouais, c'est bien ouais. la nature. Je suis Et pas sûr que tous les chirurgiens pensent comme moi, hein, mais moi je le vois vraiment comme ça, quoi. on leur demandera, on leur demandera. Si tu veux bien Ouais, maintenant, est-ce qu'on peut aborder le cœur de notre sujet? Parce que ouais, on voit à peu près bien ton parcours maintenant et ce ouais, que tu as fait, et dans quel état d'esprit tu es aussi. Et le but du jeu, quand même, aujourd'hui, c'est de parler de l'endométriose. ouais, ouais, tout à Et je fait. pense que ça intéresse beaucoup de nos auditeurs. Est-ce que tu peux déjà peut-être commencer par définir ce que c'est Ouais, cette pathologie, voilà, pour nos ouais, auditeurs, eh qu'ils sachent bien ce ben, que c'est. ouais, l'endométriose, pour commencer, c'est une pathologie qui est enfin connue. Je vais le dire comme ça. D'accord? C'est une pathologie qui a été méconnue pendant très longtemps. Alors la définition de l'endométriose, elle est histologique, c'est-à-dire que c'est sous le microscope qu'on peut définir de l'endométriose, Ok. avec la présence de cellules.
qui ressemble à de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui va recouvrir l'intérieur de l'utérus, c'est ce qui va permettre, c'est ce qui pousse pendant les cycles féminins, c'est ce qui pousse et puis qui va s'en aller et qui permet en fait de faire la nidation, d'accepter une grossesse. Ça part de Ok, là. Euh, et ces cellules qu'on appelle l'endomètre, elles ont une sensibilité aux variations hormonales, puisqu'il y a ce phénomène de croissance et puis de décroissance et de décidualisation au moment des règles. Et l'endométriose, c'est la présence de cellules qui ressemblent beaucoup à celles-là. Alors, on ne sait pas si c'est celle-là ou pas, mais ailleurs que dans l'utérus. Alors, soit dans le muscle utérin, c'est ce qu'on appelle l'adénomiose. Ça, c'est plutôt chez les personnes, chez les femmes qui sont en deuxième partie de vie génitale. Et sinon, c'est ailleurs, souvent dans la cavité abdominale. Il y a quand même des endroits très spécifiques, mais ça peut être partout. Il y a ok. des histoires de chasse où on trouve de l'endométriose dans le vitré, c'est-à-dire dans l'œil. Ah oui, Un cas décrit dans l'humanité, hein, donc c'est pas, on va pas dire que c'est un truc fréquent. Moi, j'en ai jamais ok, vu. Il y a de l'endométriose au niveau pulmonaire. Alors en fait, c'est très souvent de l'endométriose au niveau du diaphragme. Le diaphragme, c'est la cloison entre l'abdomen et le thorax. Donc ça s'explique bien plus pour le coup. Et puis en revanche, dans la cavité abdominale, on va avoir toutes les tous les organes peuvent être exposés à l'endométriose. d'accord, Euh, et donc, le fait que ces cellules se positionnent là, pour revenir à nos moutons, fait que elles vont réagir elles aussi aux variations hormonales. Et donc, il va y avoir le phénomène de croissance et puis de décidualisation et de saignement. Et c'est d'accord, probablement en partie à cause de ça qu'il y a ces réactions. En fait, ça fait des réactions inflammatoires, ça fait des phénomènes douloureux. Et puis, il y a hmm, beaucoup de phénomènes. L'inflammation va générer une réponse inflammatoire du corps et ça explique en partie une grande partie des symptômes des femmes, sachant que les d'accord, symptômes des patientes qui sont atteintes d'endométriose sont extrêmement variables. On va ok, avoir entre la clinique, c'est-à-dire la symptomatologie des patientes, qui va passer de pas de symptômes décrits, les patientes disent je vais bien, elles ont une vie mhm, normale, elles ont y compris pas d'infertilité, à des patientes qui sont en rupture sociale, professionnelle, de couple, en incapacité d'affronter leur quotidien parce que des douleurs invraisemblables et incapables de faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que c'est un sujet d'importance parce que l'impact chez les femmes euh, peut être absolument majeur. Et chez ces ok, personnes-là, on va avoir des lésions d'endométriose, mais qui sont pas corrélées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des femmes qui ont une vie normale et des enfants et un job et une vie sexuelle avec des lésions d'endométriose absolument incroyablement développées, avec des reins qui sont détruits parce que l'urtère, qui est le tuyau qui va entre le rein et la vessie, a été comprimé. Ça s'est fait à bas bruit et le rein est détruit et il faut le retirer et cette personne-là a une vie normale. Et à ok, côté de ça, on a des personnes chez qui on trouve quasiment pas de lésions d'endométriose et qui ont une vie absolument dévastée par les douleurs en fait. je comprends. Et ça, c'est la complexité de l'approche de cette maladie, à la différence de la cancérologie où on a une pathologie, on va diagnostiquer et puis derrière, on sait que la réponse, elle va être uniciste. On essaye de trouver le meilleur protocole pour répondre. D'accord. Bon, bah, c'est finalement assez linéaire, quoi. On a des protocoles à appliquer euh, avec Ok. des prises en charge très bien qualifiées et derrière, bah, la qualité de vie des patientes, on essaye d'adapter. L'endométriose, on n'a pas de protocole. On doit ajuster au cas par cas parce que pour une patiente, on va pas avoir la même stratégie que pour une autre. Et pour la même patiente, on va pas avoir la même stratégie en fonction de sa période de vie. C'est-à-dire D'accord. qu'à 18 ans, t'as pas les mêmes besoins qu'à 25, ni qu'à 30, ni qu'à 40. Ok. Et donc, on est dans une gestion qui est extrêmement adaptative. Ouais, je Et c'est comprends. ça qui rend les choses intéressantes, Et compliquées difficile aussi. aussi. Oui. Ouais, compliquées aussi. Et c'est pour ça que, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard, Mm, pour ça qu'on travaille à plusieurs et qu'on a mis en place depuis longtemps maintenant mm, ce qu'on appelle des RCP. Donc, c'est des groupes, des comités pluridisciplinaires où on va travailler avec tous les intervenants. On fait la même chose en d'accord. cancérologie, où en cancérologie, tu as les gens qui font les chimiothérapies, enfin les oncologues, les radiothérapeutes, les médecins anatomopathologistes, les radiologues, enfin les gens Alors, toutes les qui disciplines, lisent, quoi, qui toutes discutent les ensemble. disciplines qui se réunissent et on décide ensemble du projet thérapeutique pour les patients. Et ben, on fait la D'accord. même chose pour les patientes qui ont de l'endométriose. D'accord. Alors Euh, effectivement, peut-être avant d'aborder ces sujets-là sur lesquels on va mm, revenir, ouais, j'avais des questions qui me sont venues. En fait, il y en a plein qui me sont venues. J'espère que je ouais. vais me rappeler de toutes. Mais déjà, est-ce qu'on sait un peu
ou très bien d'où ça vient? Est-ce que on sait s'il y a des causes génétiques, il y a des, je sais pas, moi je dis Non, n'importe quoi, j'y connais rien, mais on sait pas du tout. On est d'accord, en 2025 et on n'a pas, enfin, on sait pas du tout. On a des hypothèses, bien sûr, mais on n'a pas de certitude. d'accord, Il y a des histoires familiales, donc on a envie de d'accord, penser qu'il y a un aspect familial. Mais on n'a jamais trouvé, enfin, on n'a pas encore identifié le gène. d'accord. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Et est-ce qu'on sait comment ça migre aussi? Est-ce qu'on sait comment les cellules Non, se répartissent dans le on a corps des et selon hypothèses, quels critères? on a des hypothèses, mais là encore, on n'a justement pas une hypothèse qui satisfait toutes les situations. Ok, L- L'hypothèse la plus probable, c'est que chez 80% des femmes, lors des règles, il y a du reflux par les trompes mhm, de sang dans la cavité abdominale, mais c'est 70 à 80% des femmes. mhm, Et on pense que chez certaines patientes, il y a un déficit de la réponse immunitaire ciblée qui fait que ces cellules vont finalement faire souche. Ça ok, explique les localisations prédominantes parce qu'il y a il y a une latéralisation. Il y a des lésions d'endométriose. On va les trouver principalement sur les ligaments qui soutiennent l'utérus, qui sont la zone la plus déclive de l'abdomen, c'est-à-dire que c'est là où les saignements vont stagner en fait. Donc ça va donner le temps aux cellules de s'accrocher. Donc ça s'explique bien. On va trouver aussi au niveau de la coupole diaphragmatique à droite des localisations et ça s'explique bien aussi parce que finalement il y a il y a un phénomène rotatoire des fluides dans la cavité abdominale qui est dans un sens que je dise pas de conneries. Ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en fait, ok. en fonction de ce que enfin ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en fonction du sens où t'es. Mais et par contre c'est pas comme la force de Coriolis, c'est pas soumis à C'est ce que j'allais l'hémisphère te dans lequel demander, ouais. tu. Ouais, c'est une question que je me suis posée. Et les Australiennes, elles ont la même chose que les Françaises. Donc non, c'est pas D'accord. soumis à la Parce que force de c'est Coriolis. c'est pas le cas, C'est si une j'ai bien vraie compris, question. pour une baignoire qui se vide, si j'ai cru Oui, comprendre, une baignoire qui se vide dans exactement. Ouais, l'hémisphère ouais, nord et dans l'hémisphère sud, ça se vide pas dans le même exactement. sens au niveau du siphon. Exactement. Moi, j'ai toujours su que si j'étais James Bond, je saurais trouver dans quel hémisphère je suis juste en J'avoue. regardant dans quel sens ça se vide. Mais ça fait pas pareil pour les dames. Et donc c'est Non, non, lié à dans le corps la humain, morphologie du corps humain alors. ouais, c'est la morphologie, l'anatomie D'accord. du corps humain qui fait ça. J'ai pas la C'est notion marrant. si dans les si dans ouais si dans les espèces si on fait de l'anatomie comparée, par exemple l'anatomie des porcine est un peu différente et je me suis jamais posé la question. Ce serait intéressant de savoir si la dynamique des fluides dans la cavité abdominale est la même. Mhm. Mais en tout cas, cette théorie du reflux tubaire explique une grande partie des localisations d'endométriose, Ok, mais pas toutes, mais pas d'accord. toutes. Donc il y a probablement aussi, il y a une théorie embryologique. Il y en a beaucoup, hein, des théories, puis après il y a des mélanges. Alors il y a des publications tous les ans sur ça, mais c'est jamais, D'accord. c'est non conclu. Mais il y a probablement quand même une autre hypothèse qui est assez solide aussi, c'est une théorie embryologique, c'est-à-dire que pendant, tu sais, on est de la fusion de deux cellules et puis après on se développe et on devient ces êtres extrêmement compliqués, Mhm. complexes. Et il y a des migrations cellulaires et il y a des cellules qui sont indifférenciées, c'est-à-dire qu'elles sont capables de devenir tout et n'importe quoi, une cellule du cerveau comme une cellule de l'utérus. Elles sont totipotentes puis multipotentes et probablement qu'une partie des lésions d'endométriose sont aussi expliquées par le fait que sur le parcours de migration, c'est comme si on tissait comme s'il y avait des fils qui se tendaient et puis les cellules migrent sur ces fils. Et puis, ben, il y en a quelques-unes qui sont peut-être restées sur le fil comme des pinces à linge sur le fil à linge qu'on oublie, Je et qui, comprends. au moment de la puberté, se différencient sous l'influence des hormones et deviennent des cellules presque comme des cellules de l'endomètre. Donc elle serait C'est là une latente en fait hypothèse. depuis le début de la vie, mais Exactement, ouais. elle serait jamais révélée ni sous forme C'est inflammatoire ça. ni sous aucune forme avant quoi. C'est ça. Et cette théorie-là, elle va bien dans la stratégie chirurgicale de la prise en charge de l'endométriose. Donc, D'accord. ben, il y a quand même des situations de récidive. Donc, voilà, il n'y a pas une explication hyper carrée qui dise c'est comme ça que ça arrive. Ok. Et plutôt dans l'hypothèse. Et probablement Ok. que c'est multimodal. Il y a aussi probablement de l'environnemental. Il y a probablement, enfin, ces histoires familiales. Comme je l'ai dit, hein, il y a beaucoup de variations dans l'endométriose entre les gens qui ont des douleurs très importantes, des gens qui n'ont pas de douleurs, des lésions très importantes. Oui, et Et qu'est-ce que du coup, c'est? ça nous amène à la question, du coup, comment on détecte? Et du coup, comment on diagnostique? Tu avais l'air de me dire Ouais, que c'était quelque chose qui était relativement récent, si je comprends bien, ouais, le en fait fait, de non, le c'est, diagnostiquer, ou, enfin, pas la ouais, pathologie. le fait que les professionnels de santé soient informés de l'existence de l'endométriose, on va dire que ça a 10 ans. D'accord. Ok. Et comment ils Alors ont que été informés, comment on le sait et comment on peut le eh diagnostiquer, du coup? ben, c'est le fruit. En fait,
l'endométriose, si on reprend l'histoire de l'humanité, et là où on est capable d'identifier, ça remonte probablement au Moyen Âge. Ah, on a Et des preuves d'existence de l'endométriose au Moyen Âge. Ça non, semble compliqué. on a des preuves indirectes, on a des preuves D'accord. indirectes et qui sont pas, qui sont à l'époque où on essaye de parler d'égalité homme-femme et de considération de la femme en tant que qu'égale de l'homme. C'est pas très glorieux, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quand on lit les définitions de l'hystérie qui datent du Moyen Âge, et les soins proposés, hein, où on parlait c'est des femmes qui avaient de l'infertilité, qui avaient des douleurs atroces et cycliques et qui avaient des douleurs jusqu'à la folie, hein, bien sûr. Et probablement que quand on regarde un peu les récits dans le détail, on s'aperçoit, y compris les peintures de Jérôme Bosch en partie, on s'aperçoit que euh, probablement que ces femmes qu'on qualifiait d'hystériques, euh, en fait, avaient de l'endométriose, sauf qu'on n'avait aucune idée du moyen de les traiter, que de toute façon, la place de la femme dans la société, enfin, elles ont une âme que depuis le Concile de Trente, hein, donc c'est Mhm. voilà, la position de la femme dans l'espèce humaine a toujours été très, Oui, en tout cas vassalisé par rapport à celle de l'homme. pas l'égal de l'homme, ça c'est sûr. Oui, Et c'est clair. Elles sont pas aujourd'hui les égaux. choses, voilà, aujourd'hui les choses sont en train de changer, en tout cas dans la considération de Mhm. l'importance de chacun. On n'est pas les mêmes, mais probablement que c'est important de donner de l'énergie à chacun. Mhm. Bien Euh, sûr. et, 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 euh, et donc pour revenir à l'histoire de ces femmes qui ont une histoire familiale, il y a quand même une grosse différence et probablement que le diagnostic, on va le poser sur un faisceau d'arguments et puis après éventuellement sur l'histologie. Mais aujourd'hui, D'accord. maintenant, on a de l'imagerie qui nous permet d'aider. Mais comme je le disais, c'est difficile à définir parce qu'on a des femmes qui viennent de familles avec de l'endométriose. Alors je schématise et c'est pas forcément Mais c'est pas grave, comme c'est ce ça qu'il que ça se faut. présente. Voilà. Mais on peut avoir parce que on a une histoire de femmes qui dans la famille, ma grand-mère, ma mère ont eu de l'endométriose, elles ont eu très Mhm. mal, elles ont eu du mal à avoir des enfants, mais elles Mhm. en ont eu quand même puisque vous êtes là. Et Mhm. des patientes qui ont une relation à la douleur qui est très marquée et on se retrouve avec des gens qui ont un parcours marqué par la douleur, Ok. avec pas forcément de grosses lésions. Et à Ok. côté de ça, des gens qui ont évolué dans un environnement où on peut pas s'arrêter à des symptômes qui sont invalidants parce que c'est pas comme ça qu'on fait, soit parce que l'environnement ne nous le permet pas, soit parce que c'est pas l'habitude dans la famille. Et donc c'est des gens qui se plaignent pas et qui Ah vont oui, être d'accord. moins impactés par la douleur. Ça veut pas dire qu'ils ont moins mal, ça veut dire qu'il y a une gestion différente de la douleur. En tout cas, c'est comme ça que D'accord. je l'interprète. Mais est-ce que ça veut dire que toutes Voilà. les femmes qui ont de l'endométriose ont un passif historique dans leur famille d'endométriose ou non? Il y a des femmes qui ont Non, de pas du l'endométriose tout. et ni leur Pas du femme, ni tout. leur maman, ni leur grand-mère, ni personne n'en avait de... Non, non, pas du tout. Et D'accord. c'est pour ça que c'est compliqué. Donc, en fait, on va le faire pour revenir sur ta question, comment ça se diagnostique aujourd'hui? On va le Oui. faire sur un faisceau d'arguments. C'est-à-dire que il y a trois éléments principaux à prendre en considération. La douleur, l'infertilité et l'impact sur les organes de voisinage. C'est comme ça que je vais le schématiser. Et en gros, ce qui va nous amener au diagnostic, c'est une femme en activité génitale, donc du moment des premières règles jusqu'à la ménopause. Et c'est principalement les douleurs qui sont le mode d'entrée dans le diagnostic la plupart du temps. Et donc, c'est des douleurs qu'on va définir comme chroniques. La définition de la douleur chronique, c'est plus de 6 mois. Mais Mhm. c'est pas une douleur qui est permanente, c'est une douleur qu'on va surtout identifier quand elle est cyclique et en rapport avec les règles. Alors ça peut être pendant les règles, ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être au milieu entre les cycles au moment de l'ovulation. On peut voir à peu près toutes les formes, mais la D'accord. cyclicité de la douleur et sa chronicité sont des éléments clés du diagnostic. Et après, quand on va rentrer un peu plus loin dans le détail, on va s'apercevoir que dans ces douleurs, il y a aussi les douleurs pendant les rapports, ce qu'on appelle les dyspareunies, Ok. et les dyspareunies profondes plus précisément, c'est-à-dire c'est la douleur provoquée lors des rapports profonds, qui est Ok. clairement un indicateur de localisation d'endométriose. Et après, on a des femmes chez qui on va faire ce diagnostic parce qu'elles sont dans une situation d'infertilité, leur couple est en situation d'infertilité, donc on va chercher et on va se rendre compte qu'il y a de l'endométriose.
D'accord. Donc Après, là, ça c'est un peut être de diagnostic. l'infertilité, mais sans douleur particulièrement, ça peut Ouais, en exister fait, aussi. la douleur qui a jamais soulevé la question du qu'est-ce que c'est. Parce qu'en Hmm. fait, le parcours, souvent, c'est une jeune femme, 13 ans, là, ses premières règles, 14, 15, bah, c'est difficile. On finit par mettre la pilule, et puis avec la pilule, ça passe. D'accord. Et puis, bah, au moment où elle arrête la pilule, parce que c'est l'heure de faire un petit, donc aujourd'hui, on est plutôt vers 26, 28. L'âge du premier enfant, il avance dans le temps, hein, on est Hmm, bien sûr. presque à 30 ans aujourd'hui. C'était plutôt avant. Et donc, au moment de l'arrêt de la contraception, ben, on découvre des phénomènes douloureux, mais c'est pas si important. Et puis, les patientes sont en situation de désir de grossesse et ça prime souvent Hmm, d'accord. dans la vie d'un couple et d'une femme en particulier, le désir d'enfant. Hmm, C'est l'impression que j'en ai de mon point de vue d'homme, hein, et de praticien de santé, c'est-à-dire que il y a des femmes qui sont capables, parce qu'il y a une situation de désir d'enfant, hmm. d'accepter et de tolérer des situations de douleur atroces. Et c'est très impressionnant d'ailleurs cette abnégation dans le souhait d'avoir des enfants. Et donc Tout à on fait. les rencontre pas parce qu'elles ont mal, alors qu'elles ont mal, mais on les rencontre parce qu'elles sont en situation d'infertilité. D'accord. Donc ça, c'est deux Euh, pistes en tout cas de diagnostic, infertilité et douleur ouais, évoquées par la voilà. Et patient. puis il y a et Patient. puis il y a des femmes et puis il y a des femmes chez qui on va diagnostiquer l'endométriose sur des conséquences de l'endométriose, c'est-à-dire, j'en parlais tout D'accord. à l'heure, le rein qui a été détruit ou l'occlusion, le tube digestif qui finit par être bouché par une lésion d'endométriose. D'accord. On en a régulièrement dans la région centre. Il y a tous les ans probablement moins de 10 femmes, mais qui sont opérées en urgence pour une occlusion qui est en fait une lésion d'endométriose D'accord. ou chez qui on va retirer un rein parce on a découvert une lésion d'endométriose qu'on n'avait jamais vue avant. Ok. Voilà. Et puis après, dans l'endométriose, il y a aussi une deuxième phase où ça se développe, des femmes qui n'ont jamais eu de lésion et qui, après 40 ans, commencent à avoir des phénomènes douloureux. Parce que D'accord. probablement que dans la genèse de l'endométriose, il y a une deuxième phase. La 40 ans, c'est une sorte de deuxième puberté. On arrive à un nouveau déséquilibre hormonal chez les femmes. Et ce D'accord. déséquilibre hormonal peut probablement expliquer pourquoi. Alors c'est une hypothèse, hein, c'est pas une certitude. Il n'y a pas d'argument scientifique très solide derrière tout ça. Euh, mais probablement que ce nouveau déséquilibre va permettre à des lésions d'endométriose de se développer. C'est pas forcément les mêmes d'ailleurs. J'en parlais tout à l'heure, c'est plutôt l'adénomiose, D'accord. l'endométriose dans l'utérus, et qui elle est assez bruyante et qu'on diagnostique plutôt facilement parce que les patientes ont une plainte assez forte sur ça, parce que bah, ça se traduit par des saignements très abondants, des douleurs très importantes, des gènes pendant les rapports qui peuvent être très invalidantes, et donc les patientes D'accord. après 40 ans sont dans une médicalisation un peu différente aussi, donc on les voit plus facilement. Ok. Ça a été moins sous-estimé, je trouve. Et ça m'amène une question du coup, est-ce qu'il faut prévenir, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut essayer de chercher absolument chez chaque femme si elle a de l'endométriose ou pas? Est-ce qu'il y en a qui peuvent vivre avec ça et qui n'ont ni douleur, ni infertilité, ni problème et donc il n'y a pas de prévention particulière à prendre en charge? Et qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux femmes qui nous écoutent de faire? C'est une sacrée question, c'est une sacrée bonne question. Ça peut nous occuper 2 jours, ça. Bon, on Euh, va prendre déjà 10 on va, minutes. ouais, on va prendre 10 minutes. Euh, il faut absolument ne pas méconnaître l'endométriose parce que on peut accompagner des femmes qui ont de l'endométriose, elles racontent des histoires. On pense que le retard diagnostique, alors, il se réduit d'année en année, mais on a parlé jusqu'à 10 ou 12 ans de retard au diagnostic, c'est-à-dire entre les Ah oui, premières c'est douleurs et énorme. le moment où on évoque l'endométriose, 12 ans s'écoulent. Et ça, c'était il y a 5 ans. D'accord. Et on est en France, dans un pays où il y a eu un accès aux soins important. Mhm. Paradoxalement, les pays où l'accès aux soins est moins bon, enfin, où l'accès aux soins est payant, Mhm. et Ah oui, c'est pas particulièrement pareil. la Oui. contraception est payante, Ah oui, le diagnostic d'endométriose est fait plus tôt. Au Brésil, le délai diagnostique pour l'endométriose est plus court qu'en France. Parce qu'en fait, d'accord. euh, en France, t'as 13 ans, t'as des règles douloureuses, tu vas chez le médecin, on te file la pilule, c'est payé, c'est remboursé par la Sécu, Ça on se pose masque pas de la maladie questions. quelque part, quoi. Ça, ouais, c'est le traitement de toute façon, donc ça la masque, mais ça la D'accord. traite Ah oui, c'est aussi. une partie du Euh, traitement. Ok, il va falloir que tu nous expliques ça après, ouais, pardon. ouais, ouais. Et donc finalement, on pose pas le diagnostic d'endométriose, on en émet l'hypothèse, mais maintenant on émettrait cette hypothèse, mais il y a 10 ans, on le faisait pas. Au Brésil, la pilule, c'est payant. Donc, les patientes vont plus facilement se faire opérer pour des douleurs chroniques que d'aller acheter la pilule. Et donc, le délai diagnostique est plus court parce qu'en fait, on les opère plus tôt. Ok. Ça, c'était une petite aparté. Mais pour revenir à la question, est-ce qu'il faut dépister? C'est difficile parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de communication. C'est bien, mais c'est aussi, comme toute pièce, il y a deux faces, hein. Il y a la bonne Mhm. et il y a la moins bonne. Euh,
Et aujourd'hui, quand on fait l'annonce de diagnostic d'endométriose à une jeune femme, euh, c'est dramatique en termes de projection de vie. C'est-à-dire D'accord. que ça peut être considéré comme, peut-être que les mots sont un peu forts, mais aussi traumatisant que l'annonce d'un cancer. Il D'accord. n'est pas, de mon point de vue médical au vu des connaissances que j'ai, on va pas avoir le même impact. C'est-à-dire que effectivement, c'est l'annonce d'une maladie probablement chronique. Donc Mhm. oui, ça change la vie, ça c'est vrai. Mhm. Mais une jeune femme de 17 ans qui va passer un peu de temps sur les réseaux et qui va se dire, bah tiens, j'ai peut-être de l'endométriose parce qu'elle a des règles douloureuses, mais qu'elle a jamais vu de professionnel de santé, qui va dire, bah j'ai de l'endométriose et puis elle rentre en bouffe parce que de temps en temps, si on regarde le temps passé sur les réseaux et comme sur autre chose d'information, ben, il y a du bien et du moins bien. Et Mhm. donc, c'est des jeunes femmes qui tournent en boucle et donc elles ont l'impression qu'elles vont être infertiles, qu'elles n'auront jamais de sexualité et que leur vie est foutue. Et donc, c'est le drame. Ouais, je Donc, comprends. en ça, le diagnostic précoce d'endométriose euh, est extrêmement dangereux dans la mesure où c'est pas mal de diagnostiquer tôt l'endométriose, mais ce qui est terrible, à mon sens, c'est mon point de vue, hein, c'est pas une vérité, ce qui est terrible, c'est qu'on va mettre des jeunes femmes dans une situation où elles n'ont pas forcément d'accompagnement, parce que le conseil qu'on va leur donner au moment du diagnostic, qui pourrait être fait par un professionnel de santé, il connaît qu'elles reculent sur l'expérience de vie des patientes, bah, elles vont pas l'avoir ça, donc elles vont avoir que les trucs terribles qui circulent sur les réseaux. Alors il y a des trucs très bien aussi, hein. Il y a des gens qui Mhm. font il y a des gens, je pense, je fais un petit coup de pub pour un copain qui Vas-y. s'appelle Olivier Marpeau et qui a il y a un blog qui s'appelle c'est Mon Gynéco D'accord. et c'est un mec On le mettra en super. Il description fait du podcast. ouais, c'est quelqu'un qui est rentré dans une démarche. Ça fait longtemps qu'il fait ça, c'est très bien et il fait de la vulgarisation sur toutes les problématiques gynécologiques et c'est génial. Ce qu'il fait est Bien sûr, super. Il l'info. est très suivi. Il a je crois qu'il a des millions de followers. Ah oui, énorme. Ouais, ouais, il participe, voilà, il fait partie des gens qui vont donner un message qui est, alors c'est difficile parce que quand tu te retrouves à être aussi écouté, il faut que chaque T'as la propos que responsabilité. tu dises, tu as une responsabilité majeure, il est très attentif à ça. Donc après, évidemment, ça peut parfois prêter à discussion, mais globalement, moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est formidable. Bah oui, Et après tu délivres voilà, donc l'information médicale telle que tu la connais, et puis voilà, mais il délivre une information non, mais il fait ça très bien parce qu'il vulgarise, mais d'accord, pas trop, et c'est des données qui sont très à jour, et c'est qui sont jamais, fiables. je pense que chaque présentation qu'il fait, il a un gros travail de littérature parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, on est précis, on est pointu dans un domaine, et là, il aborde des domaines assez vastes, donc il a un énorme travail rédactionnel en avant en Super, amont j'irai de voir. ça. Voilà. Mais globalement, pour revenir à nos idées, c'est pas le cas de tous les gens qui communiquent sur l'endométriose. Et donc, il y a des Mhm. gens qui font part de leur mal-être, de leur expérience. Et donc, on a tout, hein, du très qualitatif au beaucoup moins qualitatif. Mais ça, Je c'est comprends. entendu de la même manière et sans filtre par les personnes qui consultent les réseaux. Et c'est normal. Et par conséquent, on a des gens qui se retrouvent extrêmement déprimés de cette annonce diagnostique. Donc, c'était très long pour dire que je pense que le diagnostic tôt c'est sûrement bien, même si on ne sait pas trop quel impact on va avoir en termes de bénéfices sur l'évolution de la maladie. Ça, on n'a pas la Mhm. réponse scientifique. Ok, Par contre, je sais que ça peut être à double tranchant sur comment les gens vont vivre ça. Alors, est-ce qu'il vaut mieux qu'on pose le diagnostic tôt, qu'on soit en capacité de mettre un traitement tôt, ou ignorer la douleur des femmes pendant des années? Ça, je pense que c'est quand même mieux de le diagnostiquer tôt. oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, par exemple, si on a une jeune femme de 18 ans, les éléments diagnostiques, et c'est là où on va pouvoir avancer un peu plus loin dans notre sujet, les éléments diagnostiques sont pas forcément aussi cadrés qu'une femme de 25 ans. C'est-à-dire que l'imagerie, D'accord. qui est notre principal outil de détection, probablement que l'IRM, qui est l'élément, le- l'examen clé, Mhm. euh, parce qu'il est reproductible à la différence de l'échographie, qui est moins reproductible et qui est plus invasive. D'accord. Euh, ben, les critères IRM de l'endométriose chez la femme jeune sont pas bien définis parce qu'en fait, probablement que les lésions, on les voit pas Ok. ou on les voit pas bien. Et par D'accord. conséquent, ben voilà, on a une hypothèse diagnostique, mais ça va être un faisceau d'arguments. Et là encore, ça va être plutôt le traitement hormonal qui va nous aider. Parce D'accord. que pour avancer dans le traitement, c'est ça qu'il faut faire.
Et alors, juste avant d'aborder ça, justement, du coup, donc diagnostic, on vient d'en parler un petit peu, puis les traitements, mais juste pour revenir un tout petit peu sur la partie, du coup, utilité de la prévention et intérêt de la prévention, Mm. effectivement, en fait, si je comprends bien, dans le bénéfice-risque, finalement, il va y avoir aussi la vie épanouie de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, si on détecte tôt le truc et qu'elle prend un coup psychologique parce qu'elle s'aperçoit que c'est une pathologie qui est dure pour elle, ben peut-être que c'était pas une bonne idée de le détecter trop. Évidemment, si les douleurs sont pas insupportables, ça semble évident qu'après il faut prendre en charge, mais C'est, je, c'est un je crois équilibre que, complexe, quoi, si je comprends ouais, bien. je crois que ma perception, c'est que la situation, elle est telle qu'elle est. On peut la déplorer, mais factuellement, c'est ça qu'on a. Je crois que le rôle, il est aujourd'hui, on a eu un rôle j'en parlais, dans les 10 dernières années. Tu disais comment les gens sont au courant maintenant? Bah, les associations de patientes, en fait. L'endométriose, c'est connu depuis longtemps. Médicalement, ça a été décrit 1930, 40, un truc comme ça, peut-être un peu avant. Histologiquement en tout cas. Et puis après, la prise en charge, la prise en compte des symptômes. En 2000, dans les années 2000, il y a eu des chirurgiens qui se sont posé la question. Il y a eu bien sûr la médecine de la reproduction avec la procréation médicalement assistée, les bébés, les FIV, les bébés éprouvettes, etc. Là. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment s'occuper de l'endométriose à proprement parler. Et les associations de patientes ont été extrêmement efficaces en France dans un lobbying actif mais intelligent, c'est-à-dire Mhm. la promotion de l'information non seulement aux patientes mais aussi aux professionnels de santé elles ont très tôt ces associations de patientes, je pense à EndoFrance principalement, mais aussi EndoMind et d'autres, D'accord. on se sont tout de suite mises en relation avec des professionnels de santé qui étaient intéressés par ça, des médecins principalement, Mhm. et ont eu un comité scientifique très tôt. Donc elles sont restées extrêmement factuelles sur les connaissances. Elles sont très pointues elles-mêmes. Hein, les patientes et notamment les personnes responsables de ces associations de patientes sont impressionnantes de connaissances elles sont à jour, quoi, J'imagine. très à jour. Ouais, Et c'est j'imagine. pas leur et c'est pas leur seul job. Donc voilà, et elles ont beaucoup poussé les pouvoirs publics D'accord. parce que avec des relations, parce que tout ça. Et donc ça a permis de mettre en place en 2015, on a commencé à en parler. 2017, il y a eu le plan endométriose avec la demande auprès de la HAS de faire des recommandations de prise en charge de l'endométriose et de mettre aujourd'hui en place, on en parlera probablement un peu plus tard, des réseaux de soins. Mhm. C'est Endocentre dont tu parlais tout à l'heure et bien Mhm. sûr d'autres en France. Donc ça a été la promotion et le fait qu'on en parle partout, c'est grâce aux associations de patientes et à quelques professionnels de santé qui s'y intéressaient. Mais moi, j'ai pas eu de cours d'endométriose pendant mes études médicales, par exemple. D'accord, ok. Aujourd'hui, c'est dans le parcours, c'est dans les cours obligatoires des études médicales. C'était pas le cas quand j'étais étudiant. Alors, D'accord. je suis très vieux, mais quand même. Voilà. Donc, ça prouve à quel point ça a évolué, quand même. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Et donc, maintenant, on peut revenir si tu veux bien. Donc, je crois que tu me disais, quand on a discuté avant, que ça touche à peu près une personne sur 10, mais c'est un peu On difficile à pense, évaluer, peut-être. ouais, c'est pas hyper précis, mais Une femme c'est sur un 10 chiffre qui plutôt. revient. Ouais, une femme sur 10 en âge de procréer, c'est un chiffre qui revient. C'est D'accord. pas très solide hein, comme statistique, mais voilà. Ok. Et on sait que dans les séries, il y a 40% des utérus qui sont porteurs d'adénomiose sur des séries d'utérus qu'on a fait pour un autre sujet. 40% D'accord. d'adénomiose. Donc c'est beaucoup, en D'accord, ok. fait. Probablement que c'est une pathologie qui touche beaucoup de femmes. Et donc, le diagnostic, entre guillemets, certain, passe par du coup de l'imagerie, c'est ce que tu disais, Ouais. c'est-à-dire donc IRM et Ouais, écho, effectivement. Non. le vrai diagnostic, il est posé sur quand l'anatomopathologiste il dit endométriose ou D'accord. cellules Donc ça, c'est un glandulaires. prélèvement. C'est un prélèvement, mais même quand tu D'accord. fais un prélèvement, comme l'endométriose, elle a une vie propre, bah, c'est parfois difficile pour l'anatomopathologie de conclure et parfois il dit tissu fibreux D'accord. parce qu'en fait c'est de l'endométriose qui est très ancienne. Donc même ça, c'est pas sûr. Donc c'est un faisceau d'arguments. D'accord. Imagerie, bien sûr la clinique, les douleurs cycliques comme j'en parlais, chroniques, l'imagerie avec des localisations qu'on voit, D'accord. l'aspect macroscopique, quand on opère les gens, on voit les lésions d'endométriose, mais pas toutes. Ça fait partie des choses à développer. On en parlera peut-être un peu plus tard. D'accord. Et puis, bien sûr, le prélèvement et l'analyse qui dit qu'il y a de l'endométriose. Voilà. D'accord. Et Et le donc, du coup, diagnostic, ouais. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, et le diagnostic, on le pose comme ça, mais il y a plein de femmes chez qui on dit qu'il y a de l'endométriose sans les avoir opérées parce que maintenant, les arguments d'imagerie et de clinique sont assez forts pour pouvoir poser ce diagnostic. Ok.
Très clair. Et du coup, une fois que le diagnostic est posé, alors qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les premières étapes et comment on se Et, dirige vers ou non un traitement? eh ben, ça va dépendre des besoins de la patiente. Je le disais tout à l'heure, c'est pas la même chose à D'accord? 18, à 25 et à 35. Donc, on va d'abord et avant tout faire un traitement sur mesure. D'accord. Le traitement, il va passer, il y a le traitement de fond, c'est-à-dire essayer de bloquer l'évolution de la maladie. Alors, pour répondre à la prochaine question, on ne sait pas si c'est évolutif. C'est un D'accord. sujet de discussion sans fin. C'est forcément évolutif pour passer de zéro à des lésions importantes, mais on ne sait pas si quand c'est des lésions importantes, ça continue à évoluer ou pas. Et probablement que chez certaines personnes, ça va le faire et chez d'autres, non. Et on n'a pas les moyens de faire la différence aujourd'hui. Euh, donc, le courant de pensée actuel, c'est quand même de dire qu'il faut traiter les gens et de bloquer l'évolution. Et le traitement, il se fait avec un blocage hormonal, en fait, comme je le disais tout à l'heure. Ça marche par la stimulation hormonale. Il y a une croissance des cellules et donc euh, en, en bloquant la stimulation hormonale, on va arrêter la croissance de l'endomètre et donc on espère arrêter les symptômes. Ce qu'on veut en fait, c'est qu'il n'y ait plus de règles. Et en bloquant les règles, on espère arrêter l'évolution ou la symptomatologie liée aux cellules d'endométriose, d'endométriose qui sont donc ailleurs de l'utérus. Et ça, en dehors de l'utérus. Et ça, c'est le premier traitement. Donc, on va faire ce traitement médical qui a pour objectif de bloquer les règles. Donc ça se fait avec une pilule. Et puis après, D'accord. on a différents types de pilules jusqu'à des traitements plus lourds qui peuvent faire une ménopause artificielle dans des situations très encadrées. Ça, c'est le traitement de fond. Et après, il y a tout le traitement à côté qui est probablement le plus important parce qu'on disait que c'est une maladie chronique qui va avoir un impact majeur sur les patientes. Et en fait, il faut mettre tout un environnement de soins de support pour la patiente. Il faut qu'elle puisse mobiliser euh, un réseau parce que si il faut les autonomiser en fait, c'est mon grand cheval de bataille. Il faut qu'elles Ok. soient capables de se prendre en charge elles-mêmes parce que sinon elles vont être en permanence dans l'attente du prochain rendez-vous chez le gynéco, chez l'ostéo, chez le kiné, etc. Et D'accord. l'attente du soin, elle est difficile. Alors que si elles ont les moyens de s'autonomiser avec des intervenants qu'elles peuvent solliciter quand vraiment elles ont besoin, ça a du D'accord. sens. Donc Et comment ils peuvent la s'autonomiser du coup, effectivement, ça eh passe ben par quel mode c'est à nous de pouvoir les aider et c'est là que les réseaux de soins rentrent en ligne de compte et on va avancer D'accord. parce que ça fait déjà un peu de temps qu'on parle et qu'on a encore plein de trucs à se dire. Les réseaux de soins, ils sont là pour coordonner les praticiens de santé qui sont compétents en endométriose. C'est ça l'idée, c'était la demande gouvernementale. Et donc par région, on a des professionnels qui se sont regroupés avec des annuaires de professionnels, donc les chirurgiens, les gynécologues médicaux, mais aussi tous les autres intervenants, alors médecins de la douleur, les imageurs, enfin, les radiologues, et puis tous les professionnels à côté. Donc ça va être la kinésithérapie, la sophrologie, l'activité physique adaptée, le yoga. En fait, tout est bon dans le développement personnel. La nutrition, on parle beaucoup de nutrition anti-inflammatoire dans le bénéfice dans l'endométriose. La place reste à définir, mais l'idée c'est qu'on puisse offrir aux patients des endroits, alors c'est en cours, c'est pas complètement finalisé, des endroits où elles pourront trouver des interlocuteurs à solliciter. Et l'idée, c'est qu'elles puissent mettre en place dans leur parcours de vie, au-delà du traitement médical, qui est pas toujours très simple à tolérer et qu'on va parfois être obligé de modifier et qui parfois n'apporte pas la solution, des éléments de vie qui vont permettre ce qu'on va appeler des règles hygiéno-diététiques qui vont être selon moi, la clé de voûte de leur bien-être, c'est-à-dire que ça passe par une activité physique adaptée, hein, dit autrement, faire du sport. Hmm. C'est extrêmement pertinent. Et on parle de gens qui parfois ont tellement mal qu'ils perdent leur autonomie. C'est-à-dire que c'est des D'accord. femmes de 30 ans qui ont l'impression d'avoir 90 ans. Et le fait de remettre une activité physique régulière, pas forcément à une très haute intensité, mais régulière et prolongée dans la semaine, 3 fois par semaine par exemple, ça va leur redonner, ça va sécréter des endorphines, des antidouleurs, Ok. des anti-inflammatoires localement, donc c'est la réponse à la D'accord. maladie, c'est ça. Et puis ça va améliorer la mobilisation des tissus et ça va limiter les adhérences. Et donc ça va permettre de diminuer l'impact de la maladie, D'accord. juste Donc par ça, l'activité physique. donc ça, on a du recul déjà scientifique là-dessus. On Ouais, a un ouais, peu de ouais. publication. On sait qu'il y a un Ouais, il y impact a de la direct par littérature. l'activité. Il Ok. y a de la littérature sur ça. Il y en a aussi en cancérologie. On sait que ça prolonge la vie, donc le sport, c'est la clé. Ok. Ça, numéro un. Et après, de travailler sur l'alimentation peut être un élément utile. C'est pas vrai pour tout le monde, mais il y a des D'accord. femmes qui vont avoir en plus de l'endométriose des phénomènes d'intolérance alimentaire et qui créent aussi des douleurs. Et parfois, D'accord. travailler sur l'alimentation, ça peut aider un peu.
Et puis, la sophro, ça permet de gérer les épisodes douloureux en faisant un peu d'épargne médicamenteuse, parce que de temps en temps, c'est des Oui. femmes qui vont des consommations de médicaments dramatiquement élevées. Dans tes douleurs en Donc particulier? ouais, 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 ouais. Et les D'accord. morphiniques, c'est un vrai fléau, hein. On parle beaucoup de la crise des opiacés aux États-Unis, mais alors en France, c'est moins vrai, mais c'est un sujet. Et les femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui on va prescrire des morphiniques, on les met à grand risque de tomber dans une dépendance, en fait. Ouais, je Et comprends. donc, il est vraiment important d'être vigilant à faire une épargne de morphinique et à préserver ça pour les moments particulièrement difficiles. Mais D'accord. on a plein de moyens aujourd'hui d'ajouter on a plein de moyens aujourd'hui d'ajouter des médicaments ou des traitements qui vont permettre d'éviter de prendre des médicaments. Je pense notamment à l'électrostimulation avec du TENS ou Ah, je connais pas l'activité ça. physique Ok. adaptée. Eh ben c'est le principe. Pour faire court, le principe c'est quand tu te cognes, ça fait mal, tu frottes, ça fait plus mal. Ah oui. Et ben c'est la même chose. Alors c'est très résumé, mais l'idée Mhm. c'est de faire du gate control, c'est-à-dire qu'on va partant du principe que l'information douloureuse, elle passe par des fibres lentes et l'information du toucher, elle passe par des fibres rapides et que notre cortex, il est capable de gérer une information à la fois parce Ah que ça va d'accord. sur un cluster du cortex. Alors, je dis peut-être des conneries, diraient les neurochirurgiens ou les neurologues, mais globalement, on va chanter l'information douloureuse par une information du toucher. Et tant qu'il y a une stimulation cutanée, ça fait pas mal. D'accord. Ça marche hyper bien et c'est des dispositifs qu'on appelle du TENS, ça c'est de la technologie. Il y a des Ok. dispositifs compliqués et puis il y a des dispositifs qui sont faciles d'accès. Je pense notamment à des dispositifs qui sont vendus par une fameuse entreprise qui fabrique des pansements et qui a développé des dispositifs qui s'achètent en ligne et ça marche très bien. D'accord. Voilà, Ok. pour les règles douloureuses. Et ça c'est bien. Et ça limite les médicaments. Ok, donc il y a quand même effectivement déjà tout un écosystème qu'on veut mettre en place effectivement autour de la patiente qui a la pathologie. Et du coup, bah, je me demandais en t'écoutant, quand est-ce qu'intervient la chirurgie du coup dans quel moment, Pas tout de suite. quand est-ce qu'elle est recommandable? Est-ce que ça peut arriver pour toutes les Pas tout femmes? de Est-ce qu'il y a suite. des Ouais. indications précises? Est-ce que tout ça est à l'évaluation du chirurgien justement qui va évaluer le contexte global, je Ouais, suppose? alors elle est à l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on Oui, essaie bien de faire sûr. ça plutôt que l'évaluation du chirurgien tout seul dans son bureau pour Oui. éviter de faire des conneries parce que ben un chirurgien c'est la chirurgie, hein, donc Ah ouais. non mais Les chirurges. les chirurgiens ouais, beaucoup. Non, l'idée c'est d'avoir une vue globale en fait parce que encore une fois c'est le parcours de la patiente qui va compter principalement et qu'on n'opère pas des images et que parfois on a l'impression qu'on a des images et puis les femmes sont très en demande de chirurgie. D'accord. Enfin, pas toutes, mais il y a des femmes qui veulent une chirurgie à tout prix, pensant que ça va les aider, parce qu'en fait, elles veulent pas de la chirurgie, elles veulent aller mieux, elles pensent que la Oui. chirurgie, c'est une pensée magique, quoi, hein. La chirurgie va me sauver. C'est pas toujours vrai. La C'est chirurgie, pas la panacée non plus, quoi. Oui. d'abord ça fait mal, et après on discute. Ouais. On commence d'abord par prendre des antidouleurs, après de la chirurgie, toujours, hein. Donc Ouais, c'est vrai. c'est que c'est pas anodin. Euh, et donc la chirurgie, elle vient dans des situations précises. Alors, il y a trois indications. Qu'on pourrait retenir, c'est les situations douloureuses non améliorées par les traitements ou celles qui restent quand on a mis en place des traitements adaptés. C'est plutôt comme ça que je le dirais. C'est-à-dire qu'une femme qui vient parce qu'elle a des douleurs, d'abord on met en place un traitement de fond, on met en place la structure dont on parlait, ce schéma, ces soins de support, cette activité physique, la sophro, peut-être un peu de faire un peu d'introspection. La psychologie, c'est utile aussi dans ces situations-là parce que c'est souvent des constructions, hein, la douleur. Et une fois qu'il reste des phénomènes douloureux bien spécifiques qui sont corrélés à l'imagerie, qui sont corrélés à l'examen clinique, à ce moment-là, la chirurgie peut aider. On va aller retirer des lésions et ça va améliorer les patients. Euh, On a un peu de recul là les, aussi, là-dessus, en termes Ouais, d'études. on a La chirurgie aide. Ok. beaucoup de littérature. La chirurgie aide, mais ça n'empêche pas les récidives de la douleur. D'accord. Ok. Donc c'est pas toujours. Et puis il y a des situations où la chirurgie n'aide pas du tout. C'est-à-dire que les patientes elles vont mieux D'accord. 3 points et après elles vont re-mal. C'est ça D'accord. qu'il faut pas faire. Donc aujourd'hui, quand on fait des discussions dans les congrès qui ont plutôt qui s'occupent d'endométriose, il y a toujours un moment où il y a un topo qui dit quand ne pas opérer quoi. Ok. C'est pas quand faut-il opérer, c'est plutôt quand ne faut-il pas opérer, parce qu'en fait, on a Je plutôt une comprends. population demandeuse. Et il faut probablement plutôt être sur le frein que sur l'accélérateur. Je comprends. Et donc, la chirurgie, elle intervient pour la douleur quand on n'arrive pas à la contrôler, dans l'infertilité pour accompagner les processus de procréation médicalement assistée,
C'est très controversé. La littérature n'est pas uniciste sur le sujet. On ne sait pas encore si la chirurgie aide à la fertilité ou pas. Il y a des arguments dans ce sens-là, des arguments dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, il y a des protocoles de recherche. Tu disais que je participais à la recherche. Mhm. Oui, modestement, mais il y a des gens qui ont des idées formidables et qui montent des essais cliniques pour répondre à des questions précises. Et je fais effectivement de mon mieux, comme mes collègues, pour participer à cette recherche Ben pour bravo, c'est obtenir bien. des réponses, pour Ouais. obtenir des réponses scientifiques. Mais voilà, moi, je suis pas un chercheur au sens profond du terme, mais effectivement, j'essaye le plus possible de participer et de faire participer l'équipe. En fait, en étant dans un endroit comme un CHU, on a un recrutement, on a des patients qui viennent, et donc on a une possibilité d'influer parce qu'on a un volume d'activité significatif, on va pouvoir apporter une réponse. Bien Et sûr. donc, c'est dans ce sens-là que j'essaie de participer. Et voilà, D'accord. Et donc on n'a pas la réponse, mais la chirurgie dans la fertilité, c'est probablement utile. Et le dernier élément, c'est la chirurgie pour l'endométriose qui va menacer les organes de voisinage, donc la vessie, quand il y a de l'endométriose dans la vessie, l'endométriose sur l'urtère qui va détruire le rein, l'endométriose sur le tube digestif qui peut dégrader. Donc en fait, souvent, on va opérer les patientes qui ont des symptômes et une atteinte. C'est-à-dire que s'il y a juste une atteinte de l'organe mais qu'il n'y a pas de symptômes, sauf pour le rein qui va être détruit, où là c'est une priorité, ok. on peut regarder quoi. Mais s'il y a une symptomatologie, on va opérer Ok, je comprends. assez facilement. Et alors déjà, j'ai une première question, et après tu nous expliques un peu plus en quoi consiste aussi la chirurgie, mais si c'est résumable rapidement. Mais ça veut dire que si ça touche d'autres organes, l'intestin par exemple, c'est-à-dire que après ça fait appel à un autre professionnel qui va être un chirurgien digestif. Ouais, idéalement, c'est des chirurgies multidisciplinaires. Ouais, on fait ça D'accord, avec d'autres spécialistes. Alors, il y a des endroits où on fait avec d'autres spécialistes, des endroits où, pour des histoires locales et ok, historiques, les chirurgiens font beaucoup de gestes seuls. Mais d'accord, bon, la tendance générale, c'est de dire que quand il y a une atteinte digestive, on fait intervenir un chirurgien viscéral. Quand il y a une atteinte urologique, on fait intervenir un neurologue. Et puis le d'accord. gynécologue est souvent l'intervenant principal. Et du coup, en quoi consiste l'intervention, si tu peux résumer? J'imagine qu'elles sont peut-être variables, mais tu vas essayer de retirer les cellules d'endomètre qui ont migré? Comment ça se passe? Ouais, la premier élément, c'est qu'on fait ça en chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire qu'on va faire ça sans ouvrir le ventre. On fait ça par des petits trous, D'accord, une caméra et on fait des trous comme, on fait passer des trocars. Les trocars, c'est comme une paille, en fait, hein. d'accord, Et donc, on fait des incisions qui font moins d'1 centimètre dans la ok, cavité abdominale, dans la paroi abdominale. On va mettre une caméra, on va gonfler l'abdomen avec du gaz ok, et, euh, et on va mettre ensuite ces trocars supplémentaires pour passer des instruments qui sont très longs et ok, qui vont nous permettre d'aller atteindre, sans ouvrir le ventre, les différentes structures. Ça, c'est important parce que la chirurgie mini-invasive, ça a été une vraie révolution dans la prise en charge chirurgicale. Ça date mhm, des années, fin des années 70. Euh, Aujourd'hui, l'endométriose se prend en charge par voie mini-invasive d'accord, toujours. La chirurgie ouverte doit être une exception, ça c'est hyper important. d'accord, Et le principe est effectivement de retirer les lésions qu'on va voir, qu'on a identifiées sur l'IRM, qui correspondent à une symptomatologie. Et donc, pour retirer ces lésions, on peut être hyper agressif, c'est-à-dire qu'on peut retirer des bouts d'intestin, on peut d'accord. couper un bout d'urtère, le rebrancher, on peut retirer un bout de diaphragme, on peut Tu peux pas séparer ces lésions-là du reste du tu peux, tissu? mais tu peux, mais parfois c'est difficile et ça va mieux parce qu'une chirurgie T'en incomplète fais un coup. ouais, une chirurgie incomplète risque de nous amener à une situation de récidive. En fait, parfois, il vaut mieux retirer un bout d'intestin que d'en laisser une semelle parce que t'es pas complet. Et Je comprends. parfois, quand tu veux essayer de retirer la semelle, eh ben, tu vas faire moins bien que si tu retires complètement. Parce qu'en fait, les organes, ils sont vascularisés, il y a des vaisseaux. Mm, En allant retirer, je pense particulièrement à l'intestin, quand tu as des lésions qui sont posées sur l'intestin, on a trois manières de les traiter. Soit on fait du shaving, c'est-à-dire on va les raser, mhm, en bon français. On va les mhm, raser pour les retirer. Soit on va faire une résection discoïde, c'est-à-dire qu'on va retirer un patch, on fait un emporte-pièce de cette lésion. Soit on va d'accord. couper au-dessus, en dessous, et puis faire Et une tu anastomose, raboutes. c'est-à-dire suturer. Je raboute. Ok. Quand tu vas faire instinctivement, on va dire bah, le shaving, c'est moins agressif. Mm, Euh, En fait, les complications du shaving, elles sont très importantes parce que quand tu as une surface de 5 centimètres de haut mm, sur 3 centimètres de large où tu vas aller gratter et puis pour pouvoir retirer ce tissu, tu vas utiliser un peu d'énergie. L'énergie, c'est de l'énergie électrique, ça chauffe. mm, Donc tu vas couper la vascularisation et donc tu vas faire une zone
5 par 3, D'accord. 15 centimètres carrés, dévascularisé. Il va pas merder tout de suite, mais qui va finir par se nécroser et faire une fistule digestive à J15 post-opératoire. Ok. Et donc la patiente, elle est rentrée chez elle et d'un coup, elle a un trou dans le tube digestif. Donc elle va revenir, ça va être dramatique. Il va falloir refaire une chirurgie, faire une poche qui va durer des mois avant de pouvoir la refermer, parce qu'on a fait une chirurgie qu'on voulait conservative et moins agressive. Je Alors que comprends. si tu coupes au-dessus en dessous et que tu raboutes, bon bah si t'as une complication, tu le sais vite. Et si tu le sais vite, tu la prends en charge plus tôt et donc les conséquences pour la patiente sont moindres. Donc il faut utiliser chaque outil à au bon endroit, quoi. Je Ça c'est comprends. important. C'est-à-dire qu'on peut pas faire qu'une seule technique. Il faut avoir la maîtrise de toutes les techniques parce que c'est comme dans l'artisanat, il y a une manière, il y a pas qu'une manière de faire, il y a une manière adaptée à une situation. Tout à fait. Ça c'est clair. Et comme on parle d'outils, je rebondis évidemment, ça veut Mhm. dire que les robots, parce qu'on en avait parlé aussi en Mhm. amont, les robots te servent pour ces trois types d'interventions. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que je trouve ça passionnant aussi, les outils que Ouais, vous avez maintenant. la chirurgie robotique, c'est une évolution de la chirurgie, peut-être une révolution. En tout cas, c'est probablement la chirurgie de demain. Elle va là parce qu'elle a permis. Donc, le résumé, c'est qu'il n'y a pas de chirurgie autonome robotique en routine aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas les robots qui opèrent, pas encore. Mhm. Mais il y a des ingénieurs qui ont eu dans les années 80-90 l'idée du, de mettre une machine entre le chirurgien et le patient pour pouvoir faire initialement. L'idée, c'était de faire de la chirurgie à distance, c'est-à-dire que si tu reviens sur l'histoire de la robotique, ça remonte assez loin, ça remonte à Léonard de Vinci. Les premiers robots, c'était un peu avant de Vinci. Et la première utilisation en pratique humaine euh, dans le dur, c'était dans les années 50 pour la manipulation des éléments radioactifs. Il y avait des bras robotisés. Et puis, dans les années 80, 90, c'était un projet d'ARPA. C'était les Américains, l'armée américaine qui a dit, ben, il faudrait qu'on puisse opérer à distance le chirurgien, pas sur le front. Enfin, pour ceux et ceux qui ont vu MASH, voilà, c'est pas être dans la tente sous les bombes, mais être tranquille au chaud et opérer les patients qui sont fait blessés sur le champ de bataille qu'on va mettre dans une salle avec un robot qui va opérer et opérer à distance. Ça, c'était le projet initial et ça a été aussi l'idée de pouvoir prendre en charge les astronautes puisqu'on était à l'époque de la conquête spatiale. Mhm. Et c'était ça l'idée derrière tout ça. Le projet d'ARPA a fait long feu. Ils ont quand même mis en place des éléments de monitorage de la santé des astronautes. Ça fonctionne aujourd'hui. Euh, et par contre, les ingénieurs qui ont travaillé sur ça ont monté une société. Alors à l'époque, c'était deux. Hein, c'était dans les années 90. Il y a eu Computer Motion et une société qui s'appelle Intuitive. Et bref, je fais court. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est juste, je pourrais en parler des jours. Et donc, pour la chirurgie abdominale, parce qu'il y a eu aussi d'autres robots. Les premiers robots, c'était de l'orthopédie. Donc la chirurgie de l'os. Mais les robots qu'on utilise là, ils ont été le fruit de l'évolution depuis, le modèle qu'on utilise est une évolution d'un robot qui a été développé en 94. Ok, Euh, donc maintenant, on est sur un long processus d'évolution. Il y a eu Computer Motion et Intuitive ont fusionné en 2003 et ils ont été pendant longtemps les premiers acteurs. Et l'idée de ça, c'est que tu vas avoir la possibilité de mettre de l'informatique entre le chirurgien, rajouter de l'informatique à la chirurgie. Mais rajouter de l'informatique à la chirurgie, il faut, comme toujours, pendant très longtemps, ce processus, il est plutôt moins efficace que plus efficace. La raison pour laquelle la chirurgie robotique s'est développée aujourd'hui, c'est quelque chose qui est présent. C'est plus une nouveauté. C'est quelque chose qui est présent dans notre pratique quotidienne depuis longtemps. Euh, mais ça ça veut dire existe combien de robots en France, par exemple? Est-ce qu'on sait? 350 à peu près D'accord, robots en France, 6000 robots dans le monde, dont 3000 aux États-Unis. d'accord. Et Intuitive Surgical est le principal acteur. Ils ont 98% du marché. Mais quand on regarde aujourd'hui, il y a plus de 25 acteurs différents de la chirurgie robotique. Ils sont tous en train d'arriver. On va D'accord. avoir une modification du paysage de la chirurgie robotique Ouais, dans bien les sûr. années à venir. Mais tous, tous les acteurs apportent une réponse plus ou moins proche à cette problématique de dire qu'est-ce que c'est l'intérêt de la chirurgie robotique. Alors là, on peut aller très loin dans l'anticipation, mais
La raison pour laquelle ça déjà s'est aujourd'hui. développé, ouais, la raison pour laquelle ça s'est développé, c'est que la chirurgie mini-invasive, j'en parlais, ça s'est développé dans la fin des années 80. La chirurgie robotique, ça s'est développé dans les années 90. Donc en fait, il s'est passé que 10 ans où on a fait que de la chirurgie, on va dire, le nom c'est célioscopie ou D'accord. laparoscopie, qu'on va appeler classique ou manuel. C'est difficile, on travaille avec des instruments longs qui font comme ça, c'est des pinces qui font comme ça. Mm. Et globalement, tu travailles en deux dimensions sur un écran de télé, debout, dans une position qui est pas très ergonomique. Ok. Globalement, on pourrait résumer la célioscopie, c'est manger des nouilles chinoises avec des baguettes, un œil fermé, debout sur une table, sur un coin de table. Ça, c'est Dans le la brouillard. chirurgie célioscopique. Un peu dans le brouillard, par conséquent, parce que parfois la caméra est crade. Euh, et donc ça, bah, c'est difficile. C'est difficile Mm. et on n'a pas tous la même représentation dans l'espace. On n'a pas tous la même capacité de projeter une image 2D en 3D pour pouvoir travailler, par exemple. Mm. On n'a pas tous la même dextérité. Ok. Ça se travaille, mais il y a aussi beaucoup d'acquis et il y a beaucoup d'innés. Il y a une Oui, oui. capacité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir de manière innée une représentation et dextérité incroyable en célioscopie. C'est les cadors de la chirurgie. Et puis il y a la majorité silencieuse qui vont être des laborieux et puis les gens qui y arriveront jamais. Et Mm. la célioscopie, c'est hyper sélect en fait, parce que t'as les très bons et puis t'as les moins bons et puis après t'as ceux qui se promeuvent beaucoup et pas. Mais l'idée c'est que la chirurgie mini-invasive, c'est une vraie avancée pour les patients. C'est-à-dire que quand Mm. on t'ouvre pas le ventre, bah, tu récupères plus vite. C'est clair. Qu'est-ce qui permet aux gens d'avoir accès à cette chirurgie mini-invasive? C'est d'avoir un plus grand nombre de chirurgiens capables de le faire. Mm. Si tu reviens en France, pays où on a fait la première hystérectomie élargie en célioscopie, et on a failli faire la première hystérectomie célioscopique, ça s'est passé à 3 jours d'écart, et ben en 2009, alors que c'était la recommandation par les sociétés savantes, il y avait moins de 15% des cancers de l'endomètre qui étaient pris en charge en célioscopie, parce qu'en fait c'est difficile. Euh, et alors ça a évolué avec le temps, mais le robot, il permet de faire cette chirurgie assis, les deux yeux ouverts. Tu manges les mêmes nouilles que tout à l'heure, là, mais t'es assis, Ok. les deux yeux ouverts et tu manges avec les mains. Ok. Donc ça C'est normalise vachement plus, effectivement l'accès à cet outil-là, quoi. c'est vachement plus facile. D'accord. Et donc, ça rend la chirurgie mini-invasive accessible à un plus grand nombre de chirurgiens, donc à un plus grand nombre de patients. Ok. Et donc, on peut faire bénéficier de la chirurgie mini-invasive à un plus grand nombre de personnes, et c'est ça la révolution. Et la D'accord. raison pour laquelle Intuitive a fonctionné, l'histoire est intéressante. Ils ont développé la machine en disant, mais ça va être pour la chirurgie cardiaque parce que c'était un truc compliqué, pour un truc incroyable, etc. Et donc, ils ont fabriqué des machines et les ont donné à des chirurgiens cardiaques, qui étaient des cadors, qui avaient un ego dimensionné C'était fois Dieu 4 sur le là. spectre de la médecine. C'est ça, ouais, un peu plus parce que Dieu se prend pas pour un chirurgien, tu vois. Mais l'idée c'était vraiment ça et en fait ils n'ont pas D'accord. réussi à démontrer le bénéfice de la machine. Ils ont D'accord. probablement pas fait les choses de manière assez scientifique, assez rigoureuse, mais il y a un urologue qui a eu accès à la machine. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mm. Et cet urologue, il faisait, à l'époque, on faisait la chirurgie de la prostate, on retirait les prostates en voie célioscopique, c'était le standard, on était dans les années 2000, et il n'y arrivait pas, quoi, il avait des résultats très mauvais. Et c'est un chirurgien américain, donc tu as des résultats mauvais, tu es obligé de publier tes résultats parce que les patients, ils demandent ça. Bref, Mm. c'était la merde. Et il a eu cette machine et il a essayé. Et avec cette machine, il a eu des résultats parfaits. Il avait Ok. des meilleurs résultats que ses collègues qui étaient les cadors de la chirurgie célioscopique. D'accord. Et là, il a dit, il Donc y a un l'outil était truc. adapté, quoi. Ouais, l'outil était aidant. Et il a eu une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'il a évalué sa courbe d'apprentissage, il a fait un suivi de ses patients. Et donc, parce qu'il a D'accord. démontré ça, le robot a été adopté par les urologues très vite. Et puis D'accord. aujourd'hui, ça s'est développé. Alors, il y a des histoires de coûts, ça coûte un peu cher un robot, donc c'est pour ça qu'on a Oui, dit. j'imagine que c'est limitant, le coût et puis l'apprentissage Ouais. peut-être des techniques. Alors, l'apprentissage des techniques n'est pas limitant parce que la D'accord. courbe d'apprentissage est plus courte que D'accord. la célioscopie. En revanche, l'accès à la machine est le facteur limitant aujourd'hui en D'accord. France. Donc c'est vraiment le coût Euh, et l'installation, l'environnement qui va être ouais, limitant, c'est des mais machines, c'est des machines qui coûtent des millions d'euros, c'est des machines qui ont des ok. coûts à l'utilisation. Et en France, on a la chance d'être dans un pays où la santé est un presque bien public ou un investissement Mm. sociétal, mais on a donc une santé un peu du point de vue de l'industrie, on a une santé low cost, c'est-à-dire qu'on n'est pas les meilleurs payeurs, quoi. Mm. Et donc ça freine un peu l'accès.
D'accord. Et dans le marché, tu vois, à Tours, on a deux robots. Le deuxième vient d'être installé alors qu'on est de très nombreux chirurgiens à en avoir l'utilité. Donc, on est très D'accord. restreint, on est un Donc peu bloqué. idéalement, tous les chirurgiens célioscopiques devraient avoir accès à ce genre d'outils. A priori, ça améliore systématiquement. Si on fait de l'anticipation, si on fait de l'anticipation, probablement que dans 30 ans, toute la chirurgie se fera par voie avec robot assistance, ouais. Et est-ce qu'elle se fera avec des humains ou sans? Parce que tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Et moi, ça, c'est une grande question. On va peut-être faire un autre épisode là-dessus. Mais On pourrait faire un autre t'avais épisode l'air, là-dessus. t'avais l'air d'être, Je pense, de je pense penser qu'à que terme, ça va se faire. ouais, je pense qu'à terme, les outils sont les éléments sont en train d'être réunis pour que ça puisse être fait de manière autonome, ouais. Hmm. Je Comme une sais pas à voiture. quelle échéance, ouais, comme une voiture, exactement. Alors c'est plus compliqué qu'une voiture parce que c'est marrant, on utilise les sociétés qui travaillent sur le sujet. J'ai un ami pour qui j'ai beaucoup d'admiration qui travaille, qui est professeur de gynécologie et qui a monté une société dont l'objectif est de développer un outil de reconnaissance d'imagerie dynamique pour aider, pour que l'ordinateur soit en capacité d'identifier les organes. D'accord. C'est compliqué parce que c'est des organes qui sont mouvements. On l'a dit tout à l'heure, l'environnement est toujours différent. Hmm. Mais la base du travail, un des outils qu'il utilise, alors c'est bien plus complexe que ça, puis j'y connais pas grand-chose, mais un des outils qu'il utilise, c'est l'algorithme de Google de reconnaissance faciale, qui Ok. est en open source. Donc D'accord. on se base, et c'est les mêmes outils qui sont utilisés pour la conduite autonome. Donc en fait, on est sur la même chose. Reconnaissance d'image, analyse de la situation, réaction. La question Hmm. c'est reconnaissance d'image, c'est en train de se faire, mais c'est très compliqué, ça demande beaucoup de ressources, mais c'est en train de Hmm. se faire vraiment. L'analyse de la situation, bon, on a des intelligences artificielles qui sont aujourd'hui en capacité d'avoir un raisonnement incroyable, hein. Ouais, tout à fait. C'est compliqué d'expliquer à nos enfants qu'il faut peut-être un peu faire des efforts intellectuels plutôt que juste de solliciter une intelligence artificielle. C'est C'est un mon sujet combat du compliqué. quotidien. Ça aussi, ça pourrait C'est faire mon, un épisode complet parce que. c'est mon combat du quotidien et parce que je suis un vieux con et que je pense que c'est encore en bien de savoir avoir un raisonnement avant de solliciter, même Ah si oui, il faut faire fonctionner son l'utilisation cerveau. l'utilisation des intelligences artificielles, c'est clairement un truc qu'il faut apprendre à maîtriser parce que c'est un Hmm. tremplin pour plus. Et après, la dernière étape dont je parlais, c'est l'automatisation des tâches. Et aujourd'hui, en robotique, il y a déjà des robots qui savent faire des tâches complexes, pas un Mhm. geste, mais des tâches complexes de manière autonome. Alors, les voitures sont montées par des robots entièrement. Et il y a des chercheurs qui ont réussi à faire une anastomose digestive, on en parlait tout à l'heure, à un robot, de manière totalement automatisée. Ok. Donc, si tu prends les choses avec recul, on a des machines qui sont capables de faire l'interaction entre le chirurgien et le patient, qui sont adaptées à la chirurgie dans le ventre de manière mini-invasive. On a les logiciels, ces machines travaillent avec une image prise par une caméra. On a des logiciels qui savent reconnaître ou qui vont savoir reconnaître les structures anatomiques dans le biais de la caméra. On a la machine robot un ordinateur. Dans l'ordinateur, on peut faire tourner une IA. Hmm. Euh, le robot, il a des moteurs. Donc moi, en tant que chirurgien, c'est moi qui commande les moteurs. Mais qu'est-ce qui dit que l'IA pourrait pas commander le moteur et donc moi, je sois plus à ma place derrière le patient? C'est qu'une question de temps. Va falloir Après, chercher la du boulot question, alors. exactement, mais probablement que, je sais pas, j'ai entendu dire que 80 des boulots de demain n'existaient pas encore. Il est Oui, sans certain doute, il que va y avoir beaucoup de métiers nouveaux. mais c'est une question que je me pose beaucoup. Mes enfants, ils s'interrogent sur leur carrière et Hmm. forcément le choix de la carrière médicale, il intervient Oui. dans leur discussion. Et, euh, et donc tu te dis bah forcément est-ce que je leur dis oui non Est-ce que en je leur tant que conseille ou parent pas, quoi? est-ce que tu as un rôle de conseil tout ça et donc comme j'ai pas la réponse je suis un peu passif c'est-à-dire que moi j'ai pas eu de conseils proactifs de la part de mes parents et de mon père en particulier parce il avait les mêmes réserves que moi. Hmm. C'était pas les mêmes au sens où c'était pas le même contenu, mais c'était le même principe, c'est-à-dire que je ne fais pas le même métier que mon papa, Hmm. euh, je ne fais pas le même métier que mon grand-père, et je fais encore moins le même métier que mon arrière-arrière-grand-père. Et ils étaient pourtant médecins, tous autant qu'ils sont, et ils étaient tous dans le même domaine que moi. Ok. Il va y avoir une évolution de nos carrières. C'est une évidence. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'exister? Je ne crois pas parce on est toujours dans la discussion de l'interaction humaine. Et c'est ça le cœur de mon métier. En fait, la chirurgie, tout ça, c'est un aspect technique, mais
le vrai cœur de notre métier, c'est l'interaction humaine. Et ça, je crois que ça aura toujours une valeur. Même si l'intelligence artificielle est capable d'empathie, même s'il y a une capacité d'analyse, même si aujourd'hui on sait, c'est déjà vrai, que un ordinateur est plus pointu dans le diagnostic qu'un médecin. Je pense que la dimension humaine, c'est quelque chose qui a des dimensions autres que la logique. Bien sûr. Et ça, c'est notre raison d'être. Donc, mon métier aujourd'hui, il va évoluer. J'ai encore probablement une petite vingtaine d'années de carrière devant moi. Il va évoluer beaucoup. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer parce que j'ai la chance d'être à un endroit où je vais probablement être là où je vais le voir bouger, où je vais voir les prémices des choses et pouvoir en profiter pleinement. Donc ça, c'est passionnant. Et mes enfants feront probablement un métier très différent du mien, mais je pense que ce sera quand même un métier qui a du sens. Ah, probablement, probablement. Bah écoute, je pense Ouais, ouais, qu'on peut terminer là-dessus parce que ça me semble une bonne ouais, conclusion, si ça te ouais, convient bien. ouais, je crois. Ouais, ça me va bien. Et Je écoute, pense qu'on a en tout été cas, vachement plus long que prévu, mais c'est pas grave. non, bah écoute, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup Thomas parce que je pense que c'était Ouais, passionnant pour nos auditeurs. Il y ouais, a plein d'informations et c'est vrai qu'on sent bien qu'on pourrait faire un autre épisode, voire deux, voire trois. ouais. On Écoute, pourrait en parler longtemps. Ouais, c'est des sujets qui sont bah, passionnants. peut-être que dans 6 mois, s'il y a des avancées sur le sujet, tu reviendras en discuter. En tout cas, avec grand plaisir pour Avec nous sur plaisir. Militance. Merci, merci Max. En tout cas, c'était super. Et puis, bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup Thomas, ciao. Salut. Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.